c'est le coup d'envoi, on le disait à l'instant, d'une série de commémorations. Ce dimanche, des hommages seront rendus devant chacun des lieux qui ont été visés par les terroristes. On fait le point sur le programme avec Mélanie Vecchio et Hortense Girard. Ne jamais oublier, rendre hommage aux 130 victimes de ce 13 novembre 2015. Chacun à sa façon, une démarche essentielle, mais surtout naturelle pour des millions de Français. C'est quelque chose qui reste gravé dans nos mémoires, mais surtout pour les familles, même si c'était un jour donné, la vie continue, mais la vie continue de façon très très dure, et donc je pense que c'est important de penser à eux. Je vais venir aux manifestations, écouter les gens et puis discuter. On va rester à prier chez soi et pour les victimes, voilà. Paris se recueillera. Des commémorations organisées par la mairie conjointement avec les associations de victimes. Des plaques avec le nom des disparus seront dévoilées aux abords des lieux touchés. Puis un rassemblement public sera organisé devant la mairie du 11e. Pour l'organisation des cérémonies, ils sont nombreux à avoir été consultés, comme les familles des victimes ou les gérants des établissements visés. Tous n'aspirent qu'à une seule chose, un hommage simple et sobre. On est sur du recueillement et tout simplement de la dignité, donc le sujet est grave et pas besoin d'en rajouter. Les éléments qui seront présents dans le programme sont suffisamment solennels et forts pour pas qu'il y ait besoin d'avoir une grandiloquence particulière. Enfin, une large place sera consacrée au recueillement spontané des Parisiens sur la très symbolique place de la République, par exemple. Et demain, édition spéciale sur BFM TV, dès 9h évidemment, pour suivre l'ensemble de ces hommages, de ces cérémonies. Nous a rejoint sur le plateau de Week-end Direct Malik Haït Aoudia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychotraumatologue, vous travaillez à l'Institut de victimologie, vous êtes en charge notamment d'une étude sur les impacts de ces attentats, de ces chocs que ces personnes ont pu vivre. D'abord, ces cérémonies. Le Bataclan ce soir, cérémonie demain tout au long de la journée. C'est évidemment nécessaire parce que tous les Français en ont envie pour se souvenir, pour honorer la mémoire des victimes. Et puis en même temps, on l'entendait à l'instant, c'est forcément l'occasion de raviver des souvenirs douloureux. Tout à fait. Alors, bonsoir. Donc, pour la question des cérémonies, on entend souvent dans les reportages des gens dire, ou des responsables politiques dire pour qu'on n'oublie pas. Ce qui est sûr, c'est que les victimes ne vont pas oublier. Ça, c'est une certitude. C'est de leur mémoire même. Maintenant, la cérémonie... effectivement, est un acte qui va permettre à toute une communauté élargie, tous les Français et au-delà même, de se réunir à un temps T pour acter ensemble l'importance de cet événement, qui va structurer toute une histoire collective. À ce moment-là, il y a bien évidemment les victimes qui vont, dans ces cérémonies, vouloir inscrire proprement une part de leur histoire individuelle, parce que c'est un événement qu'ils ont vécu directement, ils sont directement impliqués. Et c'est pour cela que parmi ces victimes, il y a ceux qui vont vouloir venir aux cérémonies, ils vont pouvoir venir. Il y a ceux qui vont ne pas vouloir venir, ils ne vont pas venir. Ça se respecte, c'est des opinions, c'est un positionnement qu'on a, c'est un choix à respecter. Ensuite, il y a une partie, certaines personnes qui vont vouloir venir, mais ils ne pourront pas venir. Parmi ces personnes, on sait qu'ils appréhendent fortement le fait que les réactions qu'ils vont avoir au moment même, alors qu'on est à une année de l'événement, les réactions qu'ils peuvent avoir, ils savent qu'elles peuvent être si intenses qu'ils vont les vivre comme s'ils y étaient encore. Justement, un an après, à quelle étape, même si évidemment on ne peut pas généraliser pour toutes les personnes, mais à quelle étape on est de la reconstruction des personnes qui ont vécu ce soir-là au Bataclan, l'enfer de cette attaque terroriste? Oui, c'est-à-dire, il faut savoir que, je vous disais, le ton peut être vraiment différent, peut être perçu de façon différente. Parce que, comme on le disait d'ailleurs pour des cérémonies, il faut savoir que les victimes, je vous disais, il s'agit d'une part de leur identité propre, individuelle. Alors que pour l'ensemble des citoyens, c'est plutôt une mémoire collective. Donc eux, ils ont une part de la mémoire individuelle, personnelle, et une part de la mémoire collective. Et ce qui est bien, ce qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui, les cérémonies collectives tiennent compte de la vie des victimes. Elles sont concertées et consultées. Et ça, c'est vraiment important. Donc les victimes, aujourd'hui, sont là pour aussi nous aider, nous, société, à comment commémorer ces événements. Maintenant... Justement, oui. je me permets de vous interrompre, vous participez à une étude assez remarquable, assez intéressante sur justement comment on va prendre en charge dans le temps ces traumatismes et sur un point de vue, et c'est ça qui est intéressant, psychologique, juridique et social. Pourquoi associer ces trois dimensions ?
je vous remercie pour cette question. En effet, nous, en tant qu'Institut de victimologie à Paris, et son centre du psychotrauma à Paris, institution bien sûr qui a été créée par Gérard Lopez et Aurore Sabouroussaka pour répondre réellement à des problématiques de traumatisme de masse, donc avec les attentats notamment de Saint-Michel. Nous avons pris conscience, à l'instant où on a pris l'information qu'il y a eu un attentat qui impliquait autant de victimes, nous avons pris conscience qu'il fallait immédiatement qu'on se mobilise pour déployer ce qu'on savait faire jusque-là. Donc il y avait vraiment une expertise psychotraumatologique qu'on savait dans ces moments devait être mobilisée. Mais on savait, vu l'ampleur de la situation, qu'on allait faire face à la question du nombre et des niveaux d'implication qui allaient être différents. Nous avons mobilisé ce que nous avions l'habitude de mobiliser. Donc nous avons participé, moi-même, personnellement, j'étais à la mairie du 11e, donc pour les 10 jours les premiers jours donc, de la mobilisation qu'il y a eu à la mairie. Ensuite, on assurait les consultations au niveau du centre, du psychotrauma, et nous avons déployé les stratégies thérapeutiques adaptées pour les personnes, les évaluations adaptées, et pour cela, nous avons, dès le départ, entrepris qu'il y aurait un suivi à long terme. À 3 mois, on ferait le point, à 6 mois, à 12 mois. Mais suivi psychologique, je le répète, juridique et social, parce que tout ça, ça va ensemble. Exact. Et maintenant, j'y viens. Il faut savoir que pour les victimes, c'est important de savoir qu'ils ont des structures qui peuvent les accueillir sur du très long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a la mobilisation de l'instant de l'urgence. Et dans cet instant de l'urgence, d'ailleurs, nous, on sait aujourd'hui, avec le recul, que l'apport de la thérapie et des cellules d'urgence médico-psychologique à lui seul ne suffit pas. Il y a une dimension sociale et juridique qu'il faudrait prendre dès l'instant où il y a l'événement. Je vous donne un exemple simple. En quoi la dimension sociale est importante? Vous avez par exemple un père de famille qui décède, vous avez une famille qui peut être en détresse matériellement. Donc c'est une dimension importante sur laquelle on va agir. Sur la question juridique, même si elle ne démarre pas dès les premiers instants de la... Je pense que dès les premiers entretiens, on consigne sur des dossiers des patients des données qui vont nous permettre de délivrer ce qu'on appelle le certificat initial, qui va constituer la première pièce pour le fonds de garantie, le fonds de garantie. L'accompagnement doit être global, c'est ce que vous nous dites ce soir. Merci beaucoup Malik Aït Aoudia d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV.